Bienvenue dans ce premier numéro du podcast D'abord les faits. Je m'appelle Ange Kassongo, je suis journaliste de vérification de faits à Baloba-Ki Tchèque. Notre premier invité s'appelle Monsieur Umbo Salama, il est responsable de la radio Soleil dans la ville de Butembo, au nord Kivu, et ça se situe dans l'est de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler d'un concept assez particulier qui s'appelle les embous. Pendant la période électorale, à Butembo, embout est un début de propagation de désinformation ou des discours de haine. Bonjour Salama. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, oui. Ravi de vous avoir en direct de Butembo. Dites-nous, Salama, la campagne électorale de 2023 s'est passée avec beaucoup de pression ou non? Oui, la campagne électorale de 2023 ici chez nous à Butembo, l'a passée avec beaucoup de pression et beaucoup de tensions qui ont régné entre les membres des partis politiques. Surtout qu'il fallait que d'abord chaque politicien puisse montrer sa capacité de mobilisation et au même moment, comme il y avait la réorganisation des partis politiques, donc vous trouvez les anciens amis qui se retrouvent maintenant des adversaires politiques et des anciens membres de la famille qui se retrouvent des adversaires politiques. Et cela a conduit à plusieurs cas de violence et plusieurs cas de tension qu'on a observé dans la communauté, où on a retrouvé les gens qui déchiraient les affiches des autres candidats politiques. Vous retrouvez le matin, vous tombez sur une information où les membres d'une même famille, comme ils sont des adversaires politiques, qui se sont échangés des coups avec des violences, qui sont allés même jusque dans des familles où vous rencontrez le fils de tel a été blessé par les amis de tel. Et donc, ce sont des cas qu'on a essayé un peu d'observer dans la communauté. Il y avait aussi d'autres tensions où les gens s'appuyaient par exemple sur certains groupes armés qui sont périphériques à la ville. Vous allez attendre dans tel côté, il y a des crépitements de balles le matin pour empêcher à d'autres personnes de venir battre campagne dans cette zone. Et aussi, on redresse des mouvements citoyens, des mouvements de pression qu'on est en train de recréer, de faire des révoltes pour que les gens ne puissent pas avoir accès facile à telle ou telle autre zone. Pendant la période électorale, vous allez attendre quelqu'un, par exemple, quand on trouve quelqu'un qui est venu d'autres provinces, qui est maintenant en train de battre campagne, qui est en train de rafler un peu la population, et vous sentez dans un message quelqu'un vous dit, ici chez nous, on ne peut plus élire les gens qui viennent des autres provinces. Et donc, ce sont là les tensions qu'on a observées pendant la période électorale. Je vais prendre la dernière qui nous fait penser donc au discours de haine dans la communauté. Pensez-vous que ces types de discours passent plus facilement parce que la communauté n'est pas suffisamment sensibilisée? Oui, il y a ce côté-là où la population n'est pas suffisamment informée, n'est pas suffisamment éduquée par rapport à la façon de parler en public, puisque quand on prend la majorité de la population de la ville de Butembo et les environs, on sait que c'est une population qui va presque dans toutes les provinces, presque dans toutes les provinces. Alors, quand on commence à mettre ce genre de discours de haine dans la population, cela veut dire qu'on aimerait limiter le déplacement de la population. Et donc, un candidat peut dire ça contre un autre candidat, mais cela peut avoir des répercussions sur la vie de plusieurs populations, surtout la population commerçante qu'on peut retrouver dans l'ancienne province orientale, Chopo, Ituri et les autres qu'on retrouve en Équateur, au Kasaï, au Bandundu, je ne sais, vers le Katanga, puisque la population majoritaire de Butembo se retrouve presque dans toutes ces zones pour des activités économiques et commerciales ou même dans des organisations non gouvernementales et se retrouve aussi dans d'autres activités étatiques ou para-étatiques. Mais quand un candidat commence à mettre à place ce genre de discours, c'est là il veut que cette population puisse rester presque dans une même zone alors que ça ne peut pas convenir à toute une population. Et donc ça demande à ce que les gens soient plus informés, plus éduqués sur ce genre de tenir ce genre de discours et ce que cela peut créer comme conséquence dans la société. Et quel a été le rôle de votre radio pour ce début d'éducation citoyenne sur les questions de cohésion sociale? Dans notre radio, pendant cette période électorale, d'abord, on a organisé certaines émissions de débats politiques où il fallait inviter tout le monde pour que chacun vienne s'exprimer dans la radio. On faisait aussi des interviews avec des candidats
candidats, des experts et aussi d'autres personnes qui ont assez d'idées sur des questions de cohabitation pacifique, sur des questions de campagne électorale sans violence. Et on essaie un peu d'éviter des professeurs de sciences politiques qui sont des experts dans ces domaines et qui venaient essayer un peu d'expliquer comment la campagne peut se passer. La grande réussite est qu'on a créé un espace uniquement pour les femmes candidates et surtout puisque les femmes n'ont pas assez d'espace dans les médias et beaucoup de femmes n'ont pas la facilité de parler. Beaucoup de femmes ici chez nous disent qu'elles n'ont pas assez de moyens pour faire la campagne et nous les avons accordé par exemple un espace gratuit pour qu'elles viennent parler de leurs activités et chacun parle aisément dans la langue qu'elle maîtrise, si c'est le lingala, si c'est le français, si c'est le kiswahili, si c'est l'anglais, chacun était libre de parler dans sa langue. Et pensez-vous que la technologie a contribué à ce changement de l'intégrité de l'information? Oui, ici chez nous, si je prends notre contexte, les discours de haine ou la désinformation prend à grande partie naissance dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux que tout se déverse. C'est là où vous allez retrouver le message où vous dit tel avait dit ceci, telle période, où on fait sortir un message de son contexte, ainsi de suite. Quand le message est déjà dans les réseaux sociaux, c'est après que le message vient de se déverser maintenant dans des groupes, dans des mutualités, maintenant de bouche à oreille entre les personnes, où maintenant vous allez attendre maintenant là les ambos. Maintenant les ambos prend une autre forme. Les ambos c'est on dit, on a écouté, on a dit, c'est ça, c'est ce qu'on appelle ambo. On va dire ambo Mutufulani est devenu ceci. Ambo tel candidat avait dit ceci à telle période. Ambo ça c'est devenu ça. Et donc maintenant les ambo commencent dans les réseaux sociaux et maintenant viennent se déverser dans la population, dans différentes couches de la population. Et quand ça se déverse dans la population, mais là, ça devient encore trop viral. C'est très intéressant de voir la circulation des discours de haine et de la désinformation à Butembo. C'est-à-dire que dans d'autres communautés, elle part du bouche à oreille pour tomber sur les réseaux sociaux. Mais vous nous dites que à Butembo, de manière générale, ça part des réseaux sociaux pour tomber dans les communautés de bouche à oreille. Est-ce qu'il y a dans cet ordre de circulation le fait que tout ce qui sort des réseaux sociaux est potentiellement vrai? C'est là où maintenant on retrouve des personnes qui essaient un peu de trouver une comparaison pour comprendre est-ce que ce que j'ai écouté et comment montrer dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est ça la vraie réalité? Et il y a parfois les gens qui écoutent ce genre de discours. Quand il va maintenant là où s'est passé le fait, il retrouve que personne n'a cette information. Personne n'est informé de ça. Lui, quand il vient raconter aux gens maintenant de cette contrée là-bas, les gens lui disent « Ah, nous, on n'a jamais appris ça, pourtant nous sommes ses voisins, pourtant nous sommes ses amis, ainsi de suite. » Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui commencent un peu à douter des réseaux sociaux. Mais la grande partie ici, vous voyez, les partis politiques et les candidats ont ce ils appellent leur état-major. Et leur état-major, à grande partie, ne consiste pas d'abord à mener la campagne. Leur état-major consiste à détruire les candidats influents. Quand ces candidats sont détruits, ils sont mal vus dans la population. C'est à ce moment-là là-bas qu'ils peuvent maintenant rebondir sur leurs faits pour créer maintenant leur propre campagne. Et à grande partie, on cherche d'abord à créer des mensonges sur tel ou tel autre candidat qu'on va déverser dans les réseaux sociaux. Si vous avez prononcé un discours, lui, il va chercher à ciseler les mots que vous avez prononcés. Il essaie un peu de les raccorder ensemble pour que les textes puissent avoir une autre signification. Et quand il va mettre maintenant ces textes-là dans les réseaux sociaux, les gens vont comprendre autrement ce que quelqu'un avait dit. Et ça sera trop viral dans la population. Vous avez parlé notamment des différentes bases, des QG, des politiques. Quel a été le rapport que votre rédaction, votre radio a entretenu avec ces différentes bases? L'accès à l'information dans ces quartiers généraux ou ces états-majors de politiciens n'est pas une chose facile, à moins que vous soyez leurs proches. Mais à grande partie, les membres des partis politiques, de leur côté aussi, essaient un peu de faire des caricatures des journalistes. Quand c'est tel journaliste qui vient et dit « Ah, ce journaliste est proche de tel », on ne peut pas lui accorder une interview. Quand vous allez dans un autre état-major, dit « Non, non,
journaliste est aussi proche de tel, donc il ne peut parler. Peut-être il est venu ici pour nous espionner. Et donc, entre les journalistes et les politiciens, là aussi, il y avait beaucoup à dire, puisqu'il n'y a pas un climat de confiance qui est général. Donc, la situation peut être relevée au cas par cas. Il y a ce qu'on appelle les journalistes qui sont proches de tel. Donc, quand celui-là a une activité, une interview, vous allez rencontrer là-bas une catégorie de journalistes. Quand c'est un autre politicien, là aussi, vous allez rencontrer les autres journalistes. Et au même moment, dans les rédactions, ça créait aussi quelque part des tensions entre les journalistes pour la validation de certains sujets. Celui-ci vient avec une idée. On lui dit, bon, pour que ton information passe, il faut que tu balances avec les idées de tel pour qu'on puisse avoir de l'équilibre dans l'information. Mais vous allez retrouver, les journalistes ne veulent pas que son information puisse être équilibrée avec les propos de notre camp. Et à ce moment-là, vous rencontrez que si vous diffusez cette information dans la forme où les journalistes l'ont récolté sur le terrain, cela va vous mettre à danger contre tel ou tel autre cas des autres candidats. Et ça, c'était un danger pour certains médias. Les politiciens commençaient à dire, vous les journalistes aussi, vous commencez à donner des mensonges. Au lieu de venir nous poser la vraie question, maintenant vous êtes en train de suivre seulement une seule personne et ce que celui-là a dit, c'est seulement ce que vous diffusez. Et donc nous n'avons plus aussi confiance à vous, ainsi de suite. Ceci nous ramène aussi sur les questions d'éthique et déontologie, en fait, de notre métier. Ouais. Comment vous avez géré cette type ou cette bataille des angles au sein de votre rédaction? Oui, nous on sait de la rédaction. Notre radio a de la chance puisque c'est une radio où le promoteur est lui-même journaliste et avec ce côté-là, on essaie un peu d'être équilibré puisqu'on n'a pas assez de penchant contre de tel ou tel autre côté. Et quand vous venez avec une information, on vous demande qu'on puisse balancer les sources. Si vous refusez, on vous dit, alors donc là, vous avez quelque chose à voir avec l'information et dans ce cas, nous, on ne va pas diffuser. Donc, il faut accepter qu'on puisse d'abord trouver les autres personnes qui vont nous donner leur façon de voir le fait que tel autre candidat a dit pour qu'on puisse balancer l'information. On a une rédaction qui est un peu trop souveraine où on doit décider de l'angle qu'on doit prendre et on doit décider des faits qu'on doit retenir. Si on trouve que donner cette information, c'est pour créer des problèmes avec tel autre cas, à ce moment-là, on était obligé de taire l'information ou on est obligé d'avoir d'abord les versions de tous les côtés pour que l'information soit diffusée. Mais le grand problème, c'est ceux qui sont tenus par des politiciens ou même des de toutes les diffusions. Ce sont ces médias où on retrouvait maintenant beaucoup de propagation de fausses nouvelles où quelqu'un vient là-bas uniquement pour attaquer à d'autres candidats. Il vient là-bas, il va faire 1 heure, 2 heures ou 3 heures de temps au micro, en train seulement de s'attaquer à d'autres candidats, à d'autres partis politiques, au lieu de dire ce qu'il lui va faire pour la population. Et ce qui a fait à ce qu'il y ait un climat de méfiance qui commençait à régner entre certains journalistes et certains cas de politiciens. Dans notre milieu, nous avons encore la nécessité d'organiser des séances d'éducation aux médias et pour que les gens puissent comprendre comment on doit utiliser les médias, comment les médias peuvent être bénéfiques pour la population, comment on peut jouir de son travail avec les réseaux sociaux. Et si on y parvient, cela pourra peut-être contribuer à ce que la désinformation puisse commencer à baisser dans notre milieu. Vous savez que nous sommes dans une zone un peu particulière puisque nous avons traversé aussi beaucoup de crises. Il y a d'abord l'insécurité qui est là trop grandissante, des conflits armés qui règnent, des groupes armés qui sont aussi trop nombreux. Et aussi, il y a les politiciens qui viennent s'appuyer sur toutes ces crises. Et puis, on a traversé aussi la 10e épidémie d'Ebola à l'est de la RDC. Et puis est venu coronavirus. Et tous ces éléments là-bas, maintenant, les politiciens viennent travailler sur ces éléments. Et ce sont ces éléments-là qu'il faut à ce qu'ici, il y ait beaucoup de propagation de fausses nouvelles. Et donc, nous croyons que s'il y a une bonne éducation aux médias, s'il y a des campagnes de sensibilisation des gens sur le bon usage des réseaux sociaux, cela pourra peut-être aider à ce qu'on puisse baisser assez de tensions, qu'on puisse arriver au moins à un climat de cohabitation pacifique entre différentes couches de la population. Merci beaucoup, Umbo Salama, depuis Butembo. Merci beaucoup.
Ce podcast est produit par Balobaky Check avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet renforcement du radio rural en République démocratique du Congo, financé par la coopération suédoise.